Et bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Mourir d'avoir enseigné. Un an après la décapitation en pleine rue du professeur Samuel Paty, c'est toujours le choc. Mais il faut continuer à enseigner la liberté d'expression, continuer à former, continuer à soutenir les enseignants qui ont souvent très peur. Bonsoir Jean-Pierre Aubin. Bonsoir. Merci d'être là, ancien inspecteur général de l'Éducation nationale, auteur d'un récent rapport sur la laïcité remis à Jean-Michel Blanquer en juin dernier, on en parlera. Comment a-t-on laissé l'islamisme pénétrer à l'école? C'est le titre de votre dernier livre aux éditions Hermann, c'était en 2020. Bonsoir Yanis Roder. Bonsoir. Bienvenue, professeur d'histoire géo en Seine-Saint-Denis, membre du Conseil des sages de la laïcité qui dépend du ministère de l'Intérieur. Vous dirigez aussi l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et vous venez de publier Prof, mission impossible, point d'interrogation, aux éditions de l'Aube. Enfin, bonsoir et bienvenue Alexis Corbière. Ravi de vous retrouver, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, ancien professeur d'histoire, discipline que vous avez longtemps enseignée en lycée professionnel. Je vous donne la parole, messieurs, dans 2 minutes à peine. Le temps pour moi de accueillir Stéphane Blakowski. Qu'est-ce qui a changé un an après? Si j'ai bien compris, tout de suite. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Myriam, bonsoir messieurs. Si j'ai bien compris ce soir. Alors si j'ai bien compris Myriam, un an après l'assassinat de Samuel Paty, il y a encore la moitié des profs de collège et de lycée qui sont mal à l'aise lorsqu'ils doivent aborder une question liée à la religion pendant leur cours. Donc le chiffre, je le tiens d'un sondage de l'IFOP qui a été fait en janvier, je pense pas que ça ait énormément changé. Pour la Fondation Jean Jaurès d'ailleurs. Voilà, donc il nous disait un enseignant sur le 2 dans le secondaire s'est déjà auto-censuré pendant un cours qui était lié à la religion pour éviter de créer des incidents avec des élèves de sa classe. Ce phénomène-là d'autocensure, il existait déjà avant l'assassinat de Samuel Paty. Ah ouais, ça c'est sûr, parce que la difficulté donc d'aborder certains sujets en classe, notamment quand on a des élèves qui sont imprégnés par l'islam radical, c'est pas nouveau. Il y a un livre qui a été paru sur le sujet, qui s'appelait Les territoires perdus de la République. Il a été publié il y a 20 ans, écrit par un collectif de profs dont je crois que l'un des Yanis Roder, absolument. Donc c'est vraiment effectivement pas du tout nouveau. D'ailleurs, ce titre maintenant aujourd'hui, il est très employé. Alors que propose le gouvernement? Que fait-il pour reconquérir ces territoires? Alors, il faut reconnaître que le gouvernement depuis un an prend pas mal d'initiatives pour défendre la laïcité à l'école. Donc la grosse priorité du ministre Blanquer, c'est la formation des enseignants. Vous voyez, il a annoncé un plan qui va s'étaler sur 4 ans. L'objectif, c'est que tous les enseignants reçoivent donc une formation pour savoir comment réagir quand il y a des élèves qui contestent les principes de la laïcité. Donc il dit que cette formation, elle doit être renforcée et intensive. Et on sent que quand on parle de laïcité, il est assez combatif, Jean-Michel Blanquer. C'était ce matin, on l'écoute. Si nous voulons donner un sens à ce qui s'est passé, eh bien c'est justement en ne reculant jamais d'un centimètre ni sur les valeurs de la République, ni sur la démocratie, et donc sur la liberté. Comment il est accueilli, ce plan de formation, par les enseignants sur le terrain? Dès qu'on parle de la question de la laïcité, il y a toujours des polémiques qui apparaissent assez rapidement. Donc c'est ce qui s'est produit à la rentrée quand le ministère a lancé une campagne dans les écoles d'affichage sur la défense de la laïcité. Donc ça a créé une polémique, ça a choqué certains syndicats d'enseignants pour 2 choses. D'abord, c'est une campagne pour la laïcité. On ne parle pas du tout de religion dans ces affiches. Et puis ensuite, on représente des enfants dont on peut deviner avec leur couleur de peau, leurs prénoms qui sont issus de l'immigration. Et donc, on a l'impression que c'est l'immigration qui menace la laïcité. Ça peut paraître peut-être un peu tiré par les cheveux, chacun jugera. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est souvent le reproche qu'on fait aux défenseurs les plus acharnés de la laïcité. On leur dit, vous faites de la laïcité quelque chose qu'on instrumentalise pour en fait stigmatiser certaines catégories de population. Donc c'est une ministre de l'Éducation qui va vous le dire, une ancienne ministre, Najat Vallaud-Belkacem, c'était au printemps. À force de voir la laïcité dévoyée par des instrumentalisations permanentes à chaque fois qu'ils allumaient leur poste de télévision, beaucoup de jeunes finissaient par la considérer en effet comme une ennemie de ce qu'ils étaient, de ce que leur famille était. Et donc donne cette impression en effet que la laïcité n'est convoquée régulièrement que pour en exclure de notre capacité à faire nation commune une religion, en l'occurrence l'islam. Alors voilà, on en est là. Tout le monde veut défendre la laïcité. Najat Vallaud-Belkacem, elle aussi. Simplement, tout le monde n'a pas la même conception de la laïcité. Justement, on va en parler de ce concept, d'ailleurs, qui est au cœur de ce plan de formation. Merci pour votre regard, Stéphane. Avant de se demander qu'est-ce qui a changé, je voudrais tout simplement faire un tour de table. C'est une date particulière. L'anniversaire des 1 an, c'est demain. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? À quoi vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes 3 enseignants. 2 d'entre vous, vous enseignez l'histoire, comme Samuel Paty. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, Yanis Roder? Je pense d'abord à
à notre collègue Samuel Paty, à l'horreur absolue qu'a été son assassinat et suivi de sa décapitation, et à la sidération qui s'est emparée de nous tous enseignants dans les salles de professeurs ce soir-là, c'était un vendredi soir, et de l'effroi qui nous a frappé réellement. Je pense à cette émotion et je l'ai revue ce matin dans mon établissement, l'émotion, quand nous avons préparé l'hommage aujourd'hui, l'émotion de mes collègues. Et la peur, elle est toujours là ? Elle s'est installée durablement ? Je ne dirais pas que c'est une peur, je dirais qu'il y a une petite angoisse, voire un inconfort professionnel face à des situations qui sont toujours difficiles à gérer, qui sont toujours compliquées à dénouer, et d'où l'intérêt de ce que vous présentiez, ces formations qui sont absolument nécessaires. On va en parler. Et dont ont besoin les professeurs. Alexis Corbière, qu'est-ce que vous ressentez ? On est 1 an après. Forcément, c'était effroyable. Cet assassinat a saisi la France entière. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? Bon, l'effroi, c'est comme tout le monde, sur le fond et sur la forme. Sur la forme, c'est une ignominie, ce qui a eu lieu. Tout crime est insoutenable, mais les conditions de la mort, une décapitation, c'est quelque chose de terrible. Mais il y avait aussi quelque chose de symbolique. Quand on est républicain, attaché à la laïcité, c'est des mots. La matérialisation concrète de tout ça, c'est l'école publique, laïque et républicaine. Si la République s'est installée en France, à la fin du 19e siècle, notamment, c'est parce qu'il y a eu l'installation de l'école publique. Donc quand un enseignant est assassiné, évidemment, c'est un symbole et quelque chose qui est touché. Ceci dit, et on va en parler, après il faut aussi tirer des diagnostics justes sur la période. C'est aussi des forces extérieures, j'en dirais au milieu scolaire, qui sont intervenus pour que ce crime ait lieu. Parce que finalement, ce qui a eu lieu au sein de l'établissement scolaire, c'est un enseignant qui a fait son cours, une jeune fille. Il y a une élève qui a menti. Qui a menti, c'est établi aujourd'hui. Comme on dit vulgairement, avait séché les cours et pour ne pas se faire gronder par son papa, qui apparemment était un homme déjà très engagé dans un islam très radical, lui a menti, aiguisant des thèmes que son père immédiatement, il allait prendre sa défense, et lui-même, on va en parler aussi, le père, fait appel à un homme qui, de mon point de vue, est un provocateur antisémite connu des services de police, et il est curieux que, à ce point-là, l'éducation nationale n'ait pas eu les outils de dire que 2-3 jours avant qu'un homme qui est un provocateur violent rentre dans un établissement scolaire, aurait dû alerter qu'il y avait là une gravité. Oui, l'éducation nationale a donné crédit à la thèse du mensonge dans les premiers jours, en demandant même à Samuel Paty d'avouer qu'il ne maîtrisait pas bien le concept de laïcité. Pour revenir sur ces quelques semaines qui ont précédé, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont sorties depuis, Jean-Pierre Aubin. Il y a une chaîne, comment dire, de mensonges, de lâcheté, y compris au sein de l'institution qui s'est mis en œuvre. Écoutez, moi je ne veux pas répondre là-dessus parce que d'abord c'est une enquête judiciaire, elle est loin d'être close. On a un rapport de l'inspection générale, moi je m'y tiens jusqu'à ce qu'on dise que ce rapport n'est pas tout à fait exact par omission ou par contre-vérité, et ça on le verra le jour du procès, pas avant. Je suis d'accord avec Alexis Corbière pour dire que je suis étonné du fait qu'on ait pu laisser rentrer un fichier S. Il suffisait de taper son nom sur Google pour savoir qui il était, sans lui demander son identité, dans un établissement scolaire, mais j'en resterai à l'étonnement. Moi, je voudrais dire, aujourd'hui, je suis particulièrement ému par ce qui se passe. Voilà, je suis ému. Je suis dans l'émotion, comme je l'étais ce jour-là. Et je pense à tous ces enseignants, et en particulier ces enseignants d'histoire, géographie, éducation morale et civique, qui ne renoncent pas, qui continuent à enseigner la liberté, parce que Samuel Paty n'est pas mort pour la laïcité, il est mort pour la liberté, pour enseigner la liberté. Et je pense aussi à cette directrice d'école primaire que j'avais interrogée parmi l'ensemble des personnes que j'avais interrogées pour faire mon rapport au ministre il y a quelques mois, qui m'a dit, Monsieur Aubin, voilà, ils ne disent rien, mes enseignants, mais je sais qu'ils ont peur, je sais qu'ils souffrent. Voilà. Je sais qu'ils souffrent. Est-ce qu'ils ont souffert seuls, de façon isolée ? Est-ce que depuis 1 an, je sais qu'il y avait eu l'idée de faire un hommage aux vacances de la Toussaint, et que ça n'a pas été possible avec le Covid, et qu'ils se sont retrouvés très vite avec leurs élèves. Est-ce qu'au fond, cette souffrance, ce traumatisme, il a été pris en charge par l'éducation nationale depuis 1 an ? Eh bien justement, ce qui s'est passé est une catastrophe de ce point de vue. C'est-à-dire que tout le monde s'attendait jusqu'au dernier jour à ce qu'il y ait un moment de partage entre les enseignants, de réunion avant qu'ils prennent leurs élèves. Et cela n'a pas été possible pour des raisons sanitaires. Le ministre
en a été le premier mari d'ailleurs. Et donc, ils se sont retrouvés sans préparation, avec simplement leurs émotions, leurs sentiments, leurs craintes, etc. pour l'avenir. L'un d'eux m'a dit « Je ne savais pas que c'était un métier dangereux ». Je ne savais pas que c'était un métier dangereux. Alors, je vais vous montrer un reportage à présent. Comment se sont déroulés ces échanges dans les classes de France aujourd'hui. Clément Perrault et Antoine Biasi-Betty se sont rendus hier au collège Elsa Triolet. C'est à Thaon-les-Vosges, juste à côté d'Épinal. Plongée sans commentaire, vous allez le voir, avec les élèves de 3e et leur professeur d'histoire-géographie. Reportage. C'est important de se souvenir de ce qui s'est passé il y a un an. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit, nous, tout le temps dans l'émotion. Sinon, si on est dans l'émotion tout le temps, moi, je ne peux plus faire cours. Moi, je ne peux pas. Ça me prend trop. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point plein de profs se sont sentis à la place de Paty. Ils ont eu l'impression d'être Paty. Comment vous le vivez? Comment vous avez vécu l'année dernière? Puis le fait qu'on revienne dessus cette année. Lou. Mais ça fait peur parce qu'on n'ose plus dire vraiment ce qu'on pense, on a peur de blesser des personnes. Enfin, en tout cas, moi, depuis l'année dernière, j'ose plus trop parler de choses comme les religions, etc. J'ose pas parler. Comme si, en fait, ce qui s'était passé, ça avait créé une forme d'interdit. Je m'interdis de dire. Oui, oui. Si même un prof qui fait son programme, il se fait tuer parce qu'il parle d'une religion, nous, on va moins parler de ça par peur. C'est sûr qu'on a un sentiment un peu, on s'auto-censure. On s'interdit de dire des choses parce qu'on a peur de blesser, mais il ne faut pas. Je pense que c'est une erreur. Les gens qui tuent, ils provoquent deux choses. Ils provoquent la peur, mais ils réussissent aussi autre chose. C'est qu'ils poussent un certain nombre de personnes à dire, voilà, tous les musulmans sont des terroristes, point. Alors entre ceux qui globalisent tout, ceux qui s'autocensurent, pour les gens qui sont au milieu, qui voudraient garder encore la raison, ça devient compliqué, quoi. Ça devient sportif. Le texte de référence, c'était la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors j'aimerais que vous d'avoir un ou deux lecteurs. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Qu'est-ce qui est autorisé et qu'est-ce qui ne l'est pas? On peut penser tout ce qu'on veut tant que ça ne dérange pas les autres. Tout ce qu'on veut, on peut penser tout ce qu'on veut. Alors ça renvoie à quelle notion qu'on a fait ensemble? La liberté de conscience. C'est la notion de liberté de conscience. Et rappelez-vous, est-ce qu'on peut vous la restreindre et la limiter? Non. Ça veut dire qu'on la qualifie de totale et d'absolue. Alors autant votre liberté de conscience est absolue, autant votre liberté d'expression, elle va être limitée par la loi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Qu'est-ce que la loi vous interdit de dire, d'écrire, d'imprimer? Discrimination, homophobie, racisme, la vie privée. À partir du moment où vous n'incitez pas la haine ou la discrimination au meurtre, d'une part, à l'injure ou à la diffamation d'autre part, et enfin aux atteintes à la vie privée, en fait vous êtes libre de vous exprimer totalement librement. Alors la question c'est tout simplement jusqu'où? La limite elle est parfois fragile. Je voyais tous très attentifs pendant le reportage. Vous voulez réagir, peut-être, Yanis Roder? Non, simplement, je me disais deux choses. D'abord, que c'était un cours intéressant et bien mené, un cours dialogué sur ce que c'est que la liberté et les limites fixées à la liberté. Mais je me faisais aussi une réflexion sur le but poursuivi par les terroristes. Le but poursuivi par les terroristes, c'est de terroriser. On y est. C'est-à-dire, voilà, vous avez des jeunes qui disent « j'ai peur de parler de ces questions-là ». C'est ça qui frappe, c'est qu'en général, on parle de l'autocensure des enseignants, mais là, vous avez des élèves dans la classe qui disent « j'ai peur, j'ai moi aussi peur de dire certaines choses, et donc je préfère me censurer ». Alexis Corbière. Oui, bon, déjà, saluer le métier d'enseignant. Tous ceux qui enseignent, c'est toujours des moments extrêmement... très riche, parce que des fois il y a des classes indisciplinées, mais quand on arrive, comme vient de le faire le prof, à capter comme ça, avoir un dialogue, c'est un métier magnifique. Après, moi j'ai envie de dire, un peu pour vous répondre et aussi réagir à ce que j'ai vu avant, cette histoire de un professeur sur deux qui s'auto-censure. Alors moi j'aimerais, bien sûr, on comprend le danger que ça représente s'il s'agit de l'incapacité à faire par crainte d'incidents avec les élèves. Quand on enseigne, quand on fait un cours sur les religions,
il faudrait rentrer dans le détail. Je tords un peu le bâton, mais on s'auto-censure. On peut être fondamentalement anticlérical et on ne va pas faire un cours contre les religions. Expliquer. Donc, vous voulez en venir où en disant ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet sensible qui amène à ce que tout acte pédagogique il y a toujours des moments d'autocensure. Donc pour vous, un enseignant sur 2 qui s'autocensure, c'est pas regrettable? Je pense que c'est un sondage qui fait un peu de sensationnalisme sur le sujet. Non mais franchement, et j'aimerais qu'on discute de ça sérieusement. C'est-à-dire que quand vous faites cours sur des sujets sensibles, vous savez très bien que la manière dont vous allez vous adresser à des élèves dépend de leur âge et dépend aussi de ce que vous voulez transmettre. Vous faites des choix de documents. Vous voyez bien. Mais vous ne le regrettez pas, cette autocensure? Non, mais qu'on soit bien clair. Attendez, que les choses soient claires. Ouais. Bien sûr que je le regrette. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un constat aujourd'hui que il y a une manière, et ça a été bien dit par le professeur ou d'autres, c'est que aujourd'hui dans le débat politique, il y en a qui veulent utiliser ça pour une autre discussion. Comme quoi on ne pourrait plus parler des religions. Comme quoi à l'école, et c'est un reproche que je fais à M. Aubin, il y a des choses qui sont caricaturales. Aujourd'hui, par exemple, on n'a jamais autant parlé de religion à l'école. Moi, je suis prof depuis 25 ans. Il y a 25 ans, on n'en parlait pas autant. Dans la société, on peut critiquer les religions. On les a jamais autant critiquées. On n'a jamais autant critiqué l'islam qu'aujourd'hui dans le débat médiatique. Qu'on ne me fasse pas croire aujourd'hui qu'on ne peut plus rien dire tel que c'est dit. C'est pas vrai. Ah bah, il y a quand même, pour avoir montré une caricature, un mort aujourd'hui. J'entends bien. Mais dans la société, vous ne pouvez pas dire à la question qui était posée aux enseignants par le sondage Fondation Jean Jaurès. Oui. C'était, vous est-il déjà arrivé de vous autocensurer par crainte d'incidents avec vos élèves? On ne dit pas dans votre enseignement, on ne précise pas dans quelles circonstances. Aubin, vous avez enseigné. Attendez, je termine s'il vous plaît. Mais je vous en prie. Et donc, on a là un enseignant sur 2 qui, par exemple, ne répond pas à une remarque antisémite d'un élève. Ça, c'est intolérable. Non, mais ça, c'est pas ce que dit le sondage, ça. Vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer, c'est-à-dire de ne rien dire, Monsieur Aubin, si un enseignant ne réagit pas à un propos, là vous faites dire autre chose au sondage. Ça peut être par rapport à une règle de la classe, par rapport à une remarque, par rapport à un propos déplacé, ça peut être par la peur d'enseigner une question du programme. Non, ça c'est vous qui dites ça. Ce n'est pas ce que dit ce sondage. Yanis Roder, vous avez... Attendez, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Regardez ce sondage de près parce que... Monsieur Aubin ne peut pas dire que ça signifie... Moi, je ne vais pas entamer de polémique. Il va vous répondre. Mais simplement, il se trouve qu'on a une personne qui fait partie de la Fondation Jean Jaurès qui a commandé le sondage, donc il connaît bien les questions. Oui, qui est une fondation liée à un parti politique, par ailleurs. Je vois ce que je veux dire. C'est pas... J'ai du respect pour Yanis Roder. De gauche. Je sais pas d'ailleurs. Non, mais... Vous savez pas, mais Gilles Finkelstein, où se situe la Fondation Jean Jaurès? Il y a des gens qui sont très proches aussi d'Emmanuel Macron. Enfin, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette moitié d'enseignants qui s'autocensurent? Alors, ce qui est intéressant dans le sondage, vous avez sorti ce chiffre de 49%. Quand on va regarder le sondage de plus près, entre les enseignants qui disent « je me censure régulièrement », je m'autocensure régulièrement, et ceux qui disent « je m'autocensure de temps en temps », c'est-à-dire plusieurs fois dans une année scolaire, on est à 25%. Et en fait, je pense que ce 25% est plus intéressant que ce 49% qui dit « ça m'est arrivé au moins une fois ». Parce que ce 25%, il témoigne d'ambiance qui existe dans certaines classes. Alors, quand on s'auto-censure, pour répondre à Alexis Corbière, sur cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, on ne se sent pas assez assurés sur le fond, et sur la forme peut-être, pour affronter les remarques éventuelle de certains élèves. Alors là, on touche à la question, au fond, de la protection des enseignants par leur hiérarchie aussi. Non, mais c'est intéressant. C'est pas la question de la protection. Si on ne se sent pas capable de pouvoir faire cours... Ce qu'il vous dit, c'est que quand vous devenez prof d'histoire géo, vous n'êtes pas nécessairement formé à cet enseignement de la laïcité sur la question des religions. On va y venir à la formation. Et que vous tombez en classe, parfois sur des élèves qui ont un capital de connaissances sur ces sujets extrêmement fin et qui vous tiennent tête parce qu'ils vous disent dans le Coran... Alors, et vous... moi, je Alexis Corbière. Non, mais ça peut être ça. Non, pardon, mais que ça peut être ça. Moi, ça peut arriver. Vous avez face à vous un élève qui vous dit dans le Coran, il y a ceci, il y a cela. Et moi, comme enseignant, je ne veux pas discuter de textes religieux avec un élève. Donc, vous avez raison, ce n'est pas notre boulot. Il ne faut pas le faire. Donc, au bout d'un moment, quelque part, parfois, vous pliez bagage, si je puis dire, devant l'élève, parce que de toute manière, lui, il part sur autre chose. Ce n'est pas de cela dont il est question. Non, mais vous savez très bien, Alexis Corbière. Vous savez très bien, Alexis Corbière, que les élèves qui ont des connaissances fines, comme vous dites, il y en a extrêmement peu. Oui, extrêmement peu. Et que souvent, connaissances fines.
Oui, mais et que souvent, les contestations, quand elles arrivent non pas sur des connaissances fines, mais sur des choses assez grossières. Par exemple, vous n'avez pas le droit de parler de ça parce que vous n'êtes pas vous-même de cette religion. Ce n'est pas vrai ce que vous dites, mes parents disent autre chose. Oui. C'est insupportable ce que dit Voltaire, moi je ne peux pas lire ça. Voilà, ce sont des choses toutes simples, toutes bêtes. Pour autant, on enseigne Voltaire dans l'éducation nationale. Bien sûr. Jean-Pierre Robin, moi j'aimerais qu'on avance parce que le temps presse et le temps file. C'est la question de la protection des enseignants. Quand ils s'autocensurent et qu'ils préfèrent ce choix-là, c'est aussi parce qu'ils ne se sentent pas forcément très soutenus. Ni formés, ni soutenus. Ni formés, ni soutenus. Alors déjà, soutenus, vous vous souvenez tous du hashtag pas de vague. Le ministre de l'Éducation nationale a dit « le pas de vague, c'est fini ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Un an après, on a une hiérarchie qui est présente. Je suis d'accord avec le fait qu'il l'ait dit. Mais dans les faits, ça n'est pas le cas. On est dans une culture institutionnelle où laver le linge sale en famille, où la peur du conflit règne depuis, j'ai envie de dire, des siècles. L'école laïque est la fille quand même de l'Église. De l'Église, voilà, et c'est les mêmes systèmes. Donc vous pensez que la chape de plomb est encore très forte? Je vois ce qui se passe et donc je sais, et tous les jours je peux en avoir des témoignages d'enseignants qui ne se sentent pas soutenus par leur hiérarchie. Et donc ça fait partie du processus de l'autocensure. Je m'autocensure préventivement parce que j'ai peur de ne pas être soutenu. Et donc moi, dans mon rapport de 2004, comme dans mon livre, j'ai 3 pistes quand même, je voudrais dire. Il y a la formation, effectivement. Il y a la reprise en main de la hiérarchie des cadres pour qu'elle apporte effectivement une aide, un accompagnement aux enseignants, qu'ils soient au service des enseignants, et à la mixité sociale. Parce que dans le contexte de ghettoisation qui est celui des établissements scolaires et des quartiers aujourd'hui, les islamistes sont comme poissons dans l'eau dans certains quartiers. C'est la thèse d'Hugo Micheron. Hein. Et donc... Hugo Micheron qui a beaucoup travaillé sur les islamistes en prison notamment. Oui, mais d'abord sur les quartiers. Alors, on va reprendre la formation. Parce que ça, c'est vrai que quand on lit le rapport de Jean-Pierre Robin, on se rend compte que, et je vous cite, il y a une forme de confusion intellectuelle pas pour tous les enseignants, mais en partie, sur ces questions de laïcité. Il est nécessaire et urgent de former les enseignants à ce concept-là? Très urgent, très urgent. J'étais ce matin dans mon établissement scolaire, nous avons préparé la journée d'hommage, parce que certains enseignants, et c'est normal, ils n'ont pas reçu de formation dans ce qu'on appelle aujourd'hui les INSPE, dans les anciennes écoles de formation des maîtres. Aucune formation aux principes et valeurs de la République, et donc parmi ces principes, la laïcité. Et donc, quand ils se sont retrouvés à devoir expliquer ce que c'était, et à devoir mettre en perspective ce qui s'était passé ce 17 octobre 2020, certains étaient quasiment nus, je veux dire. C'était extrêmement compliqué. L'émotion, au-delà de l'émotion. Donc il va y avoir ce plan qui va se mettre en œuvre. Pour l'instant, on forme les formateurs. C'est bien ça? C'est ça. Il commence le 19 octobre par la formation de 1000 formateurs sur l'ensemble du territoire français. Une formation qui va durer 10 jours, étalée sur 2 ans, pour ces formateurs qui après vont essaimer au ras du terrain, je dirais, dans les établissements scolaires pour aller former les équipes pédagogiques. Et sur la question de la hiérarchie, non mais attendez, pardon. Vous pensez que là aussi, cette reprise en main, d'une certaine façon, peut être utile? Sur la réalité des journées stages laïcité, il y avait l'année 2015-2016, 52 000 heures de formation sur la laïcité. Quand M. Blanquer est arrivé, 2018-2019, il n'y en avait que 18 900. Ce que je veux dire, c'est que vous donnez le point depuis le début, comme quoi M. Blanquer serait un défenseur de la laïcité. Ce qui est tiré de votre rapport, ce qui est faux. M. Blanquer n'est pas un défenseur de la laïcité. Par exemple, lorsqu'on a eu un débat il y a quelque temps, vous m'avez invité là-dessus, il y a un séparatisme terrible dans ce pays, M. Aubien vient de l'évoquer, ce que j'appelle le séparatisme scolaire. Est-ce qu'on arrête de fermer les yeux devant le fait que vous avez des collèges entiers où se concentrent des populations défavorisées, souvent d'ailleurs de même confession, mais pas seulement, et que vous avez des dérogations scolaires fuites vers le privé? Est-ce qu'on lutte, par exemple, vers cela? Ou est-ce qu'on pense que ça n'a aucun rapport avec la discussion que nous avons? C'est très clair. Est-ce que ça a un rapport? Vous avez parlé de la mixité sociale. Si véritablement il y avait un travail et des moyens là-dessus, on pourrait arriver à mieux faire passer les valeurs de la République, première desquelles la laïcité dans les écoles. Je serais intéressé que Alexis Corbière nous présente un autre jour, parce qu'on n'aura pas le temps ici,
mais son ambition pour justement casser ces ghettos scolaires, parce qu'il a tout à fait raison, il y a des ghettos scolaires. Vous êtes d'accord il y a là-dessus? il y a des stratégies d'évitement, évidemment. Il y a de l'entre-soi qui en fait empêche la confrontation des visions du monde. Et ça, c'est très important, parce que quand on parle aujourd'hui de ghettos scolaires, de quoi on parle? On parle de ghettos sociaux, mais aussi de ghettos culturels. C'est ce que disait Alexis Corbière tout à l'heure. De même confession, a-t-il dit. C'est exact. Donc, il y a là un véritable sujet. Maintenant, c'est une question extrêmement difficile, extrêmement compliqué. Il y a des expériences qui sont menées, certaines aboutissent et sont intéressantes, d'autres échouent. J'ai quelques exemples à Toulouse, à Paris. Donc il y a des choses qui sont faites. Maintenant, jamais un ministre, si je peux me permettre, 30 secondes, jamais un ministre n'a fait autant pour outiller les enseignants sur ces questions-là, valeurs et principes de la République. Jean-Pierre Robin, c'est vrai. Peut-être sur cette question-là, la question sociale, si sur elle était davantage investie, est-ce que l'islamisme que vous voyez pénétrer, c'est votre travail que vous documentez dans les écoles, pourrait être repoussé? Ce dont je n'en suis pas sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est si on laisse développer la ghettoisation de ces quartiers et l'archipélisation de la société française, on ne pourra pas y parvenir. Très bien. J'aimerais vous poser une dernière question puisque le débat s'achève. Et ces caricatures de Mahomet, est-ce qu'elles font pas déjà partie de notre histoire avec un grand H, puisque vous l'avez enseigné? Est-ce qu'au fond, ces caricatures, puisqu'à mon avis très peu d'enseignants osent les montrer aujourd'hui, elles ne doivent pas figurer dans les manuels d'histoire à l'avenir? Vous savez, les enseignants ont ce qu'on appelle la liberté pédagogique. Et cette liberté pédagogique leur permet d'utiliser tous les documents qu'ils veulent. Parmi ces documents, il y a les caricatures, il y a ce fameux dessin de Cabu, c'est dur d'être aimé par des cons, que certains enseignants utilisent en classe. D'ailleurs, on ne montre pas les caricatures, on les étudie, et c'est très important de le dire. Et si certains manuels mettre les caricatures, pourquoi pas? Maintenant, un manuel n'est pas prescripteur, il y a des programmes. Mais est-ce qu'elles ne sont pas déjà rentrées dans l'histoire après les attentats de Charlie? Bien sûr que si. Je crois qu'elles font partie, comme d'autres caricatures de notre époque, je pense à Daumier par exemple, elles font partie aujourd'hui de notre histoire. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on n'a pas dit le mot droit au blasphème. La liberté en France... En République, ce mot n'existe pas d'ailleurs. Hein. La liberté de caricaturer et de critiquer les religions. C'est une terminologie religieuse. Absolument. Mais sauf que le blasphème n'est pas un délit, si vous voulez que je le dise comme ça. Ça n'existe pas, c'est le religieux, et on peut l'entendre qui considère... Est-ce que ce point-là, au fond, est véritablement Mais aujourd'hui, compris? on critique les religions, on les critique abondamment. Moi, j'ai 53 ans, je veux dire, mais à mon époque, Charlie Hebdo était un journal qui était réservé, si je puis dire, aux adultes. Est-ce qu'on pourrait discuter sans pour autant, comment dirais-je, est-ce qu'il y a des dessins aussi là-dedans qui ne sont pas faits pour des adolescents? Je veux dire, c'est pas pour autant que que j'empêche la critique des religions, mais un outil pédagogique aussi doit être adapté à un enfant. Vous ne parlez pas de certaines choses à un enfant de 10 ans, comme à un collégien, comme un lycéen. J'évoquais l'autre jour sur une autre émission la question de la sexualité. Par exemple, l'homophobie se porte bien parfois dans la jeunesse. Quand vous discutez de textes classiques, de littérature, que vous racontez des histoires d'amour entre Verlaine et Rimbaud, ça peut choquer des jeunes gens. Eh bien, le métier de l'enseignant n'est pas de choquer en permanence les élèves, mais de le faire progresser. Ce que je veux dire par là... Non, mais c'est une manière de dire attention aussi nous-mêmes, en comprenant que malgré les coups qu'elle subit aujourd'hui l'école, elle doit rester un lieu de transmission. Et le but, c'est que l'enseignant, il soit compris, et pas qu'un ministre fasse aussi de la politique politicienne à travers des drames. Ce qui a été, hélas, le cas dernièrement. Jean-Pierre Robin, je vous donne le mot de la fin. Nous avons une quinzaine de secondes à peine. Oui, dans notre rapport de 2004, nous avions montré que la question du voile, qui polarisait l'attention des Français, était l'arbre qui cachait la forêt, que la variété des atteintes à la laïcité était bien plus grande. Aujourd'hui, j'ai peur qu'on fasse la même chose avec la laïcité, alors que les autres valeurs de la République sont également en danger. La liberté, l'égalité, la justice sociale, la dignité humaine. Merci. On va s'arrêter sur ces mots en guise d'avertissement. Merci beaucoup. Contre le gouvernement. Absolument, chacun a bien compris. En tout cas, le sens de ce message. Merci d'avoir été présent sur ce plateau et sur ce thème.